qui consiste à ne parler que de ce que je connais. Mais en même temps, j'essaye de faire un effort d'abstraction, c'est-à-dire de définir en quelque sorte, de repérer des invariants qu'on retrouverait en fait dans tous les autres scandales. Et par exemple, bon, une réglementation qui est profuse, qui n'est jamais respectée, qui est constamment violée. Pensez à l'accident nucléaire. On parlait tout à l'heure de l'autorité de l'État dévoyée au service des lobbies. Pensez quel est actuellement le plus grand VRP de l'industrie nucléaire. Ce sont les politiques. Et tout à l'heure, Nicole disait, on est interrogé non pas sur nos résultats thérapeutiques, mais sur notre application de la règle. Allez dans l'éducation nationale, allez interroger les instituteurs qui ont des super résultats quand ils appliquent la méthode syllabique, etc. Quand ils ont une inspection, on leur dit pas est-ce que vos enfants savent lire par rapport à d'autres classes où on a 20 ou 30% de gens qui arrivent en 6e qui savent pas lire. On leur dit est-ce que vous avez appliqué la méthode? Donc si vous voulez, je crois qu'aussi il faut... Vous êtes un dangereux révolutionnaire, vous voulez faire sauter le système? Il y a des gens qui disent ça. Oui, j'en doute pas. Mais comme je disais tout à l'heure hors micro, je discutais récemment avec un membre de l'Académie de pharmacie qui me disait tu gagnes à être connu, t'es quand même vachement gentil. Comment? Allez-y. Oui, non, par rapport à la question posée, est-ce que les politiques entendent de temps en temps? Oui, moi je peux dire quand même qu'ils ont entendu, puisque notre service a été créé, à Garches a été créé pour qu'il y ait un espace de liberté thérapeutique en 2004 par M. Douste-Blazy. Donc il faut reconnaître ce qui est, sauf que effectivement on est quand même très marginalisé, très minoritaire, et que bon, on attendait quand même clairement que je parte pour que ce service disparaisse, ce qui n'est pas le cas. On nous a quand même autorisé à rester. J'ai quand même un successeur qui s'appelle Dr Laurent Schwartz, qui théoriquement pourra prolonger au-delà de mon départ un jour quand même. Oui. Bon, mais en pratique, c'est pour ça que je disais, il faut quand même, il faut sortir de là. Vous pouvez pas continuer à ce que les cancérologues, comme vous disiez, comment ils sont fermés. Effectivement, les jeunes cancérologues formés, ils sont formés et fermés parce qu'en fait, ils ont des protocoles qu'ils doivent appliquer. Et vraiment, c'est capital, parce que c'est pas le problème de médicaments isolément ne va rien résoudre. Là, on a une crise, il y a les scandales apparaissent, je pense, parce qu'effectivement, quand il y a une crise sociale générale, etc., c'est à ce moment-là qu'il y a les changements de paradigme qui arrivent, et qu'effectivement, la révolution, qui peut être tout à fait pacifique, on va l'espérer, va arriver en cancérologie et peut-être dans le reste de la médecine, parce on est à un moment où c'est plus possible de continuer de faire ce qu'on faisait depuis 100 ans, de rajouter à chaque fois qu'il y a un cancer qui guérit pas, de rajouter une molécule plutôt toxique qu'une autre, avec on parlait tout à l'heure des cerveaux, mais des anticorps monoclonaux dont on parle tout le temps à la télévision, qui sont ces maladies, ces drogues qui sont merveilleuses a priori, qui ciblent, on nous dit c'est bien, ça va cibler un récepteur, c'est vrai qu'on a tous aimé y croire, et puis on s'aperçoit que 5 ans, 10 ans après, il y a un certain nombre de patients qui font des dégénérescences de leur cerveau, qui deviennent 5 millions de Français sont des consommateurs réguliers de psychotropes, c'est quand même le record du monde. Voilà, donc, mais le problème, je crois, c'est vraiment de se dire, moi je ne dis pas que M. Xavier Bertrand n'a pas fait un effort, etc., mais je pense que ça ne va rien changer si on ne va pas beaucoup plus loin, parce que si ce n'est révolution, il faut une évolution qui change le système de référence, sinon on n'en sort pas. Alors prenons un exemple. C'est pour ça qu'à Garches, on essaye de faire ça. Prenons un exemple concret. Par exemple, des malades de Parkinson, atteints de Parkinson, qui sont soignés avec un médicament qui s'appelle le Rékip, que vous connaissez tous bien évidemment ici. Ils se plaignent, et ça fait, pour être franc, des années qu'un certain nombre d'entre eux disaient il y a un problème. Quand je dis des années, c'est peut-être plus. On est devenu addict, on est devenu accro, on a des comportements un peu étranges. Hein. Il y a des accros au sexe, il y a des accros au jeu, c'est assez spectaculaire. Personne ne les a crus pendant des années, on a pensé qu'ils avaient le diable au corps. En vérité, ils avaient juste pris le mauvais médicament. C'est un reportage de Laurent Hirsch et d'Yvan Vastio. Tout à fait. 1, 2. C'est presque un rituel, un passage obligé pour bien débuter la journée. Et 5. Voilà, c'est parti. Depuis 16 ans, Marie-Renée Falcher doit prendre des comprimés de Rékip, un médicament neuroleptique qui l'aide à combattre la maladie de Parkinson. Oh, écoute, là, je suis un petit peu coincée, là. Là, j'ai des mouvements très, très maladroits. Dès le début du traitement, en 1995, ces tremblements diminuent. Le médicament produit ses effets. Problème, à la même époque, Marie-Renée Falcher se découvre pratiquement du jour au lendemain une nouvelle obsession. J'ai tout à coup été prise d'une frénésie de jeu. Mais de jeu immédiat, pas de loto qu'on attend 8 jours. Hein. Non, pas des trucs qu'on attend 8 jours, le grattage, le rapido, le casino.
Pendant 4 ans, tous ces après-midi, toutes ces économies y passent. Les 2 comptes épargne du couple sont vidés, à l'insu de son mari et de ses 2 enfants. Moi, j'entendais dans mon livre. Et j'ai failli lâcher prise, je te le dis maintenant. Partir définitivement. Bah oui, ça ne m'étonne pas. Tellement c'était pas possible à gérer. Ouais. Quand il a vu des Il fallait trouver une solution. Hein. Mais quand je me suis aperçu que d'après les relevés bancaires, qu'il y avait des retraits d'argent astronomiques. Et vous avez songé à divorcer? Non, pire que ça même. Ah bon, d'accord. Bah, c'est bon. Dans cette période noire, le couple a su ne pas se noyer. Ni carte bleue, ni voiture. Des mesures radicales pour empêcher Marie-Renée de replonger. Pourtant, le démon du jeu est toujours là. Tu as dit tout à l'heure, si on te lâchait, la première chose que tu fais, crac. Ah oui, ça pour crack. Ah ouais. Après des années à culpabiliser, son neurologue lui a appris que le Rékip était peut-être à l'origine de cette addiction au jeu. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de traitement alternatif. Ou je ne le prends pas et je suis mal, ou je le prends et je suis mal. Alors que faire? Que faire? Et elle n'est pas la seule dans ce cas. Georges-Alexandre Imbert préside l'association d'aide aux victimes des accidents dus aux médicaments. Actuellement, il est assailli de demandes d'informations. Là, c'est des dossiers qui viennent d'arriver au courrier. Donc, c'est des personnes qui nous autorisent à transmettre leurs dossiers à des cabinets d'avocats de manière à les défendre devant les tribunaux. Disons qu'actuellement, oui, c'est vraiment le médiateur qui occupe une partie de notre activité parce que la médiatisation a été très importante. Donc finalement, ça a écrasé un petit peu les autres sujets. Mais nous recevons également de très nombreuses réclamations concernant le Rékip, le Champix, enfin différents médicaments qui, eux, ne sont pas retirés du marché. Addiction au jeu, mais aussi au sexe. Les témoignages de victimes du Rékip se multiplient. Une centaine de cas ont été recensés en France. Il y a une levée d'inhibition qui permet de lever les interdits. Voilà. Donc on va par exemple vous interdire de rouler au-delà de 110 km/h sur une route. Eh bien, si on a pris un produit psychotrope comme le Rékip ou comme des tranquillisants ou des somnifères, eh bien, la levée d'inhibition, on n'a plus peur du gendarme, on n'a plus peur, et on va commettre des excès de vitesse. C'est exactement la même chose pour le jeu ou pour des abus sexuels. Il y a un interdit qui est levé, c'est la levée d'inhibition que procurent ces produits. Face à ces effets indésirables désastreux, certains ont décidé de porter l'affaire devant les tribunaux. Pour la première fois, en mars dernier, un malade a gagné son procès. Mais le laboratoire a décidé de faire appel. Qu'est-ce qu'on fait sur le Rékip? On interdit le Rékip? Ça, c'est vraiment l'illustration typique de ce qu'on disait en introduction. C'est-à-dire que le Rékip, dans le Parkinson, elle explique bien cette dame. Elle dit, si je le prends pas, je suis mal. Et si bon. Donc, on est quand même dans un rapport bénéfice-risque et après, on choisit. Mais quelle est la grande indication de Rékip qui est visée aujourd'hui par le fabricant? C'est pas le Parkinson, il n'y a pas tant que ça de Parkinson. Ce sont les jambes lourdes, ce qu'ils appellent le syndrome des jambes sans repos. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelques années, sous les applaudissements des mutuelles, de la revue Prescrit, etc., on a retiré les vénotoniques, qui étaient une bête noire de tous les progressistes du médicament, qui coûtaient pas cher et qui n'étaient pas très toxiques, en disant ces médicaments ne sont pas efficaces. C'est exactement le discours de Bertrand. Et puis, petit à petit, on a vu apparaître un truc qui s'appelait le syndrome des jambes sans repos. Quand on regarde bien, le syndrome des jambes sans repos, c'est tout simplement ce qu'on appelait autrefois les jambes lourdes, l'indication typique des vénotoniques. Donc en fait, le projet, et ça fait des années que je suis un peu tout seul à le dénoncer, c'est de faire une substitution du marché des vénotoniques vers le Rékip. Alors heureusement, dans l'entretemps, il y a quand même une providence, c'est qu'on s'est rendu compte que le Rékip, c'était effectivement, bon, pour avoir des jambes lourdes, on va se retrouver à se ruiner au casino, on va se retrouver à sauter sur la voisine. Ça vous fait rigoler, mais ça me fait vachement rigoler, mais ça veut dire quand même qu'il y a une justice, quelque part une justice providentielle. Et que non, parce que heureusement, je pense quand même que le super plan de Glaxo de mettre ce médicament dans l'indication des jambes lourdes, ça, s'ils réussissent, c'est quand même que véritablement, ils auront fait fort. Mais ils ont essayé. Claude Rambaud, il faut retirer le Rékip?
Ça, c'est aux Parce scientifiques. Que le risque est trop important. Il faut sans doute refaire des études, je ne sais pas. On va avoir aujourd'hui, il peut y avoir des études post-AMM pour remettre, ou il faut le retirer carrément. Moi, je ne suis pas une scientifique, je ne peux pas dire si sur leur équipe il faut le retirer. Vous voyez ce qui se passe dans la famille de... Oui, bien sûr. Dame, mais ce que dit monsieur, c'est que c'est un dévoiement. On va l'utiliser à autre chose, qui est quelque chose d'assez bénin. C'est comme le Mediator, on l'a pris pour l'amaigrissement. Voilà. Donc ça va faire émerger, quand on va être dans des grandes séries de patients, vous l'avez dit tout à l'heure, quand on va avoir des centaines de milliers de patients qui vont le prendre, là on va avoir des effets. Parce que je pense que sur leur équipe, tout le monde ne tombe pas addict au jeu, au sexe ou à autre chose. Comment on évalue? Je voudrais quand même qu'on se repose cette question. On passe l'émission, on va essayer de la poser, mais on va la poser pour finir sous une nouvelle forme. L'AFSAPS, l'ancienne agence du médicament, qui deviendra l'agence de sécurité du médicament après l'adoption de la réforme Bertrand, vient d'embaucher un polytechnicien apparemment très doué, qui a créé un logiciel qui note les médicaments, qui rentre un certain nombre de critères. Mediator aurait eu 1100 points, pratiquement au plus haut. Le plus haut, c'est 1600. 1450, le plus haut. Très bien, sous votre contrôle, 1450. Le Doliprane, 210. Sous la barre des 600, on est sorti du marché. Ça peut Mediator était à 1100. C'est ça. Est-ce qu'on peut mettre le marché du médicament en algorithme? Non. Alors là, à condition que l'évaluation en amont ait été faite par des experts objectifs, donc indépendant de l'industrie pharmaceutique, c'est-à-dire que tant que l'agence ne disposera pas d'un corps qui était dans l'aéronautique, me semble-t-il, avant, donc a priori... Oui, mais on voit les experts parfois effectivement passer d'une branche, d'un secteur à l'autre, c'est tout à fait étonnant, surtout pour les experts les plus influents. Mais tant qu'on n'aura pas une évaluation faite par des experts qui risquent des sanctions graves, parce que ça aussi c'est important, c'est-à-dire qu'un expert aujourd'hui, qu'est-ce qu'il risque quand il est pris en conflit d'intérêts? Rien du tout. Là, ce qu'on brandit actuellement, Xavier Bertrand, c'est la perspective d'appliquer éventuellement un principe de sanction, non pas de précaution, mais de sanction. Et cette sanction, ça serait de lui retirer la possibilité ensuite de participer à des expertises. Bon, c'est de la rigolade. Non, mais je vous repose la question. Est-ce qu'on peut dire oui ou non, feu vert ou feu rouge à un médicament parce qu'il aura fait 601 ou 1200 et 300 C'est pas un problème d'algorithme. En réalité, il y a des règles de recherche clinique qui normalement devraient bien... On veut y voir clair. Normalement, les règles de la recherche clinique, les essais cliniques, etc., quand ils sont bien faits, devraient quand même permettre de bien dégager les médicaments qui ont un certain rapport au risque-bénéfice. Le problème, c'est que tout ce qu'on appelle la phase de développement, c'est-à-dire avant l'autorisation de mise sur le marché, ça coûte vachement cher et on n'est jamais sûr qu'on va avoir l'AMM. Donc la tendance actuelle, c'est de dire laissons tomber les essais cliniques, mettons-le sur le... C'est exactement ce que dit Bertrand, et puis on verra bien quand ce sera sur le marché. Voilà là encore où est le piège à, comment vous dites déjà, ce sous-développé intellectuel. Bon, c'est-à-dire que cette espèce de survalorisation de la pharmacovigilance, c'est encore un piège. Le seul moment où on peut effectivement estimer et tester un médicament, c'est avant développement. Et après la pharmacovigilance, c'est dans la vie, donc j'ai du mal à envisager qu'il n'y ait que des pièges. Il doit bien y avoir une quand il y a la pharmacovigilance, on ne peut pas la réduire à un piège. La pharmacovigilance n'existe pas, on va dire, pour un certain nombre de symptômes ou de pathologies. Où elle est la pharmacovigilance, par exemple, qui va nous aider à comprendre le lien entre les malades d'Alzheimer, je vous rappelle qu'on a 225 000 de plus par an, la montée, l'explosion des maladies psychiatriques et neurodégénératives ou neurologiques en général. On a un vrai raz-de-marée là. D'où ça vient? Pourquoi les médicaments ne sont jamais mis en cause alors qu'on sait que depuis les années 50-60, on a une surmédicalisation absolue de la population, y compris dès le ventre maternel, c'est-à-dire qu'on donne des médicaments à la mère enceinte aujourd'hui pour soigner le fœtus, pour empêcher par exemple qu'il ait des dents cariées plus tard. Enfin, on est dans un véritable délire, plutôt que de penser la cause, le sucre, etc. Bon, on a aujourd'hui un raz-de-marée de maladies émergentes ou pseudo-émergentes qui explosent. Bon, jamais le médicament est mis en perspective. Même la communauté des neurologues aujourd'hui disent, nous on connaît tout un tas de médicaments qui à plus ou moins long terme donnent des maladies. Eh bien, on a du mal à se poser la question, quand on voit le patient qui arrive malade, on a du mal à se poser la question quel médicament il a pris. On est incapable de se la poser, même pour les mois ou les années antécédentes. Quant au médecin, il ne se pose jamais la question. On va passer aux questions SMS, si vous le voulez bien. Ça va nous donner l'occasion de continuer cette discussion. Les questions SMS. C'est stupéfiant, alors le mot est approprié, le nombre de scandales que semble receler cette industrie pharmaceutique. Leur dissimulation est-elle possible sans corruption? Qui veut répondre à cette question?
Il est clair que leur dissimulation est une corruption, mais en même temps, il ne faut pas non plus toujours voir la faute des autres. Et je rebondis sur ce que disait Roger tout à l'heure, c'est-à-dire que ce qu'il a décrit, ça s'appelle la médicalisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va chercher des réponses médicales à tout et à n'importe quoi. Et comme on était parti des sujets âgés, je rappelle aussi que la surmédicalisation des sujets âgés, c'est la faute à tout le monde, c'est-à-dire l'incapacité où sont les gens aujourd'hui d'affronter sereinement le problème du vieillissement et le problème de la mort. Donc c'est vrai que ces problèmes-là, on a suffisamment dit du mal de l'industrie pharmaceutique et des agences sanitaires, mais il faut aussi que chacun balaye devant sa porte et fasse l'inventaire de son intolérance à tous les malaises de la vie, à la maladie. Et il y a des maladies qui ne sont pas médicalisables, il faut vivre avec. Et surtout à la mort. Et là, je crois qu'aujourd'hui, les sujets âgés, nos parents, enfin les gens de la génération de nos parents, font vraiment l'expérience d'une crise de civilisation, ce que Christopher Nash appelle la culture du narcissisme, c'est-à-dire on ne veut plus voir la mort, et plutôt que de voir nos parents, nos parents vieillir, eh ben on est toujours chez le médecin. Il y a des gens de mon âge dont la relation avec leurs parents se limite à discuter du matin au soir s'il a pris ses gouttes, s'il est allé voir l'infirmière, s'il a fait c'est vraiment un problème de société. Attendez, j'ai une autre question pour vous. Attendez. Allons-y, parce qu'il y a beaucoup de questions et pour le coup, j'aimerais qu'on y réponde. C'est la dose qui fait le poison, dit ce nouveau SMS. J'ai 71 ans et je prends 7 médicaments par jour. Nicole Delépine, à combien est-ce que c'est un poison? 7, 10, 15 ? De toute façon, s'il y a plus de 3-4 médicaments, c'est forcément une association toxique. Attendez, plus de 3-4 médicaments, c'est toxique? C'est toxique. Alors donc retournez voir votre médecin, ça vous dit que oui, c'est de voir si on ne peut pas... Bon. Et on est dans la synergie, on n'est plus dans la dose. Oui, c'est ça. Vous parliez de changement de paradigme, là, le nouveau paradigme, c'est plus simplement de mesurer la dose. C'est pas la dose qui fait le poison, c'est les mélanges aussi du poison et à quel moment on le donne. On montre par exemple qu'un enfant, un enfant dans le ventre de la mère, au moment où son cerveau se développe, il y a des fenêtres de vulnérabilité, c'est-à-dire qu'il y a des jours, parfois simplement quelques jours, quelques semaines. Si vous donnez un mauvais produit, si la mère mange du mercure ou de l'aluminium, etc., dans son alimentation ou à travers des vaccins, etc., c'est exactement le moment où il faudrait se garder de le faire, c'est-à-dire le moment où le développement du cerveau là, va bifurquer et va rater son étape. Bon, ce qui prépare des maladies neurodégénératives plus tardives. Une nouvelle question pour Nicole Delépine cette fois. Combien de seniors maintiennent leur vie grâce aux médicaments? Est-ce qu'il ne faut pas vivre dangereusement ou périr? Moi, je crois qu'il faut vivre dangereusement déjà, c'est un choix personnel. Mais non, parce que il faut pas exagérer. Je pense pas du tout que la surmédicalisation des seniors leur permette de vivre plus longtemps. Je crois qu'il y a effectivement plein d'autres causes, l'alimentation, je sais pas moi, l'hygiène. Pas trop, mais enfin, quand même. Il y a les modes de vie, effectivement, qui sont en cause largement, et c'est pas je pense que la surmédicalisation de nos seniors, mais aussi des plus jeunes, risque à terme, à chaque fois que je vois des enquêtes sur la durée de vie et la prolongation de la vie, je me demande pour combien de temps. Parce qu'effectivement, il y a sûrement un certain nombre de gens qui vont décéder plus tôt, peut-être parmi notre génération en particulier, à cause de cette surmédicalisation. Mais je voudrais quand même insister aussi sur l'enfant, parce que on parlait des psychotropes, etc. On met de plus en plus... Et bon, ce que Marc disait est tout à fait capital. Je crois que c'est un problème de société aussi, effectivement, de renverser un petit peu ce qu'on a vécu depuis cette société de consommation qui est complètement la nôtre, là, les baby-boomers. Renverser qu'effectivement... tout ne doit pas être médicalisé. On a un deuil, on a une contrariété, on perd son emploi, etc. Il ne faut pas nécessairement... Vous vous souvenez quand on tapait dans le dos du nourrisson, le roux du nourrisson, on tapait un peu dans le dos pour qu'il fasse son roux après le biberon. Aujourd'hui, on donne des médicaments. Absolument, qui sont éventuellement mortels. On va reparler des personnes âgées maintenant. Mais on a entendu le message que vous envoyez, évidemment. Pour les enfants qui sont sur Ritaline. C'est pas que pour les personnes âgées. Non, les enfants agités. Enfin, moi, j'ai essayé de l'expliquer dans le bouquin. Bon, avant, les enfants, ils couraient dans les forêts, ils allaient se promener. Maintenant, ils sont agités, on leur donne la Ritaline, qui est une drogue. On les conditionne, en plus, à devenir des consommateurs de médicaments, y compris de drogue, au-delà de leur enfance. On revient aux personnes âgées. Claude Rambaud, peut-être pour vous. Comment connaître la liste des 70 médicaments dont on parlait tout à l'heure ? Oui, mais ça avance pas tellement de connaître les 70 médicaments, parce qu'il y en a qui vont être nécessaires. Où est-ce que je trouve la liste? Sur Internet. Sur Internet, vous tapez 70 médicaments, vous allez tomber dessus très rapidement. Allez sur Internet. 75 médicaments sous contrôle de l'AFSAP. Ça dépend desquels vous parlez. Est-ce que vous parlez des 77 qu'on a mis sous contrôle de l'AFSAP, 70 de l'étude américaine, ou les 70 de l'étude américaine? C'est pas les mêmes. Non, pas forcément. Pas forcément. Mais sur Internet, on tape 70 médicaments. Parce qu'en plus, nous, on a les 12 familles. On a les 77
les 12 familles, c'est un peu... Mais on trouve tout ça sur Internet. Est-il exact que certains médicaments sont testés dans les maisons de retraite ? Oui, forcément. Oui, par la force des choses. Il y a des accords avec les directeurs de maisons de retraite. Souvent même quand on regarde le comité de gestion, on s'aperçoit qu'il y a le pharmacien du coin, le médecin du coin, etc. qui gère la maison de retraite. D'ailleurs, c'est illégal. Hein. Et au passage, il peut y avoir effectivement des contrats, on l'a vu au cours de l'enquête, il y a des contrats qui permettent d'expérimenter sur les personnes âgées à leur insu. C'est totalement illégal. Question pas facile pour Marc Girard, parce qu'il va y répondre en 30 secondes. C'est ça qui va pas être facile. Quelle est l'efficacité réelle de l'AFSAPS ? Comment procède-t-elle ? C'est l'agence. L'autre jour, Even a dit s'il y avait le cyanure sur le marché, il mettrait 2 ans à le retirer. Je trouve qu'il est optimiste. D'accord, c'est assez clair. Jolie réponse. Vendre des médicaments qui rendent malade puis des médicaments qui soignent, c'est garder des deux côtés, non ? Il faut pas vendre des médicaments qui rendent malade et donner ensuite des médicaments qui soignent. C'est difficile de ne pas vendre des médicaments qui, par ailleurs, rendent malade. Mais il faut quand même se garder de ça. Je pense qu'effectivement, c'est une question progressivement de formation des médecins qui eux-mêmes vont former leurs patients à limiter. Il n'est pas normal qu'à chaque fois qu'on a un effet secondaire un peu embêtant d'un médicament, on aille voir son médecin pour qu'il vous donne un médicament en plus pour traiter cet effet secondaire. Il faut peut-être mieux arrêter ce médicament, en trouver un si vraiment si un médicament vous provoque l'arthrose, arrêtez-le plutôt que d'aller chercher le médicament qui soigne l'arthrose qui a provoqué l'autre. Exactement. Très bien. Ou alors éventuellement les produits toxiques. Ce qu'il faut voir, c'est des innombrables molécules aujourd'hui auxquelles on est soumis. Justement, c'est la question suivante. Je vous la laisse. On dit que 500 médicaments suffiraient pour traiter toutes les pathologies. C'est vrai ? Alors, sans aucun doute, la pharmacologie est complètement encombrée. Et encore une fois, il n'y a pas d'études sur la synergie de tout ça. Ni sur la synergie médicaments, additifs alimentaires, colorants, émulsifiants, tout ce que vous voulez, pesticides, etc. Bon, tout ça, c'est des recherches qu'il faut mener. Or, c'est des recherches en prévention, c'est-à-dire que ça ne fera gagner de l'argent à personne, sauf à la Sécu, et nous, ça nous permettra de nous maintenir en bonne santé. Mais ça ne fera pas gagner de l'argent au labo. Même ça leur en ferait perdre, comme nous disaient certains responsables de labo, comptez pas sur nous pour faire de la prévention, pas quand même scier la branche sur laquelle on est assis. C'est pas à nous de faire ce boulot. Est-ce qu'on n'est pas encore, question suivante, en train d'allonger la liste déjà longue des médicaments retirés du marché ou déremboursés ? Qu'on retire les médicaments du marché, moi j'ai aucune objection, à condition qu'on retire ceux qu'on doit retirer et pas les anciens. Oui, comme cette quel critère ? Ça c'est parce que on a passé l'émission à tourner autour. C'est une spécialité, c'est un critère, c'est toutes les méthodes qui permettent d'évaluer. Bon, c'est pas des mathématiques, mais d'évaluer avec une certaine rigueur un certain risque, un certain bénéfice, de cerner au plus juste les populations à risque de faire des effets indésirables. Sachant aussi que plus un médicament vous fait du bien, plus vous tolérez bien ces effets indésirables. C'est flagrant avec les anti-inflammatoires. Quand vous avez une grosse pathologie rhumatismale, finalement vous supportez assez bien les anti-inflammatoires. Quand vous prenez des anti-inflammatoires parce que vous avez de l'arthrose, par exemple, ce qui n'est pas du tout une indication des anti-inflammatoires, vous percez votre estomac et vous claquez. Ça c'est clair. Est-il vrai que les laboratoires investissent de plus en plus dans le marketing et de moins en moins dans la recherche ? Oui, vrai. Oui, et dans la recherche, ils donnent les chiffres, ça c'est clair. Ouais. Et ce qui est formidable, c'est que la recherche, ils arrivent aujourd'hui à faire que les finances publiques de la recherche publique s'investissent pour les laboratoires, c'est-à-dire qu'eux-mêmes peuvent effectivement se retirer en recherche et développement pour capturer finalement les ressources de l'État. Qui se met à travailler pour leurs propres bénéfices et encore une fois sans donner ne serait-ce qu'une petite partie à la prévention, c'est-à-dire au combat contre les causes qui aujourd'hui encore une fois sont parfaitement connues comme on le montre, que ce soit les cancérogènes, que ce soit les neurotoxiques. On a faut quand même le dire, des médecins aujourd'hui qui sont incapables de citer des causes de cancer autres que celles qui semblent endémiques ou génétiques. Idem pour les maladies du cerveau. Ils sont dans l'ignorance totale. Ils n'ont pas de formation en toxicologie industrielle. C'est un manque énorme. Boîte de médicaments. Pourquoi continuer à vendre les médicaments en boîte à nombre fixe et non en dose adaptée selon les traitements ? Vous venez de gagner le droit de répondre. C'est pas un problème de toxicité là. Ceci dit, il y a des gens qui peuvent faire des réserves de médicaments chez eux et les reprendre. On a vu avec le Diantalvic, ça a donné des désastres. Bon, mais ça c'est un problème de coût et de gaspillage. En Allemagne, on vend même à la pièce. Ça se fait aux États-Unis, on vous le donne à l'unité, exactement le nombre de médicaments dont vous avez besoin. C'est pas le même problème. Ça ne changera pas le problème de fond, le problème de médicaments. Oui, ça peut inciter à faire des petites réserves de médicaments et à s'auto-médiquer.
Qui a dit tout à l'heure, je crois que c'est Marc Girard, que les mammographies étaient des escroqueries? Ah, ça nous emmènerait très loin. Il y a un livre qui va paraître... oui, en 20 secondes quand même. Pour les mêmes raisons. Si vous voulez, il n'y a aucune preuve du moindre bénéfice et un certain nombre d'éléments qui montrent les inconvénients. Et je voulais dire aussi que dans le coût de la sécurité sociale, il n'y a pas seulement le coût du médicament, beaucoup plus énorme, il y a le coût indirect de toutes les complications des médicaments. Ça coûte combien en France aujourd'hui les milliers de scléroses en plaques post-vaccinales? Eh bien, je vous dis, regardez le chiffre du déficit de l'assurance maladie, ça coïncide comme par hasard avec le milieu des années 90. On peut citer pour les gens, s'ils veulent, le diaporama de Bernard Junot sur la mammographie qui est sur Internet. Eh bien voilà, décidément Internet c'est magnifique. Une dernière question, pourquoi les Français sont-ils de si gros consommateurs de médicaments? Parce qu'on les élève comme ça? Parce que les médecins sont formés pour ça, parce que la presse médicale est tenue, parce que le ministère de la Santé a toujours des peurs bien choisies et que jamais il met en perspective les causes pour ne pas gêner les industriels. C'est dit. Merci beaucoup d'avoir participé à cette discussion ce soir. Cette émission sera rediffusée à 22h20 sur le câble numérique, la DSL et la TNT pour être toujours fidèle à la formule de notre ami Yves Calvi. À lundi.